Bonsoir à tous et bienvenue dans le Club de la Presse, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse, de décryptage et de débat sur les grandes questions politiques, sociales et économiques qui rythment l'actualité nationale et internationale. Ce soir, deux sujets majeurs dominent l'actualité ivoirienne, politique et méritent toute notre attention. D'abord, les législatives 2025 avec 60% de candidatures indépendantes, un chiffre qui interroge à l'heure où les formations politiques tentent de renforcer leur cohésion interne. Cette poussée de candidatures indépendante pose question, crise de confiance, difficulté au renouvellement ou simple choix stratégique. On évoquera également au cours de cette émission les radiations et dissolutions de structures au PPACI. Le parti d'opposition traverse une zone de turbulence, les décisions s'enchaînent et les interrogations se multiplient sur l'avenir de la formation et la stabilité de son leadership. Pour en parler, nous avons en plateau des journalistes rompus à l'exercice de la confrontation des idées. Tout d'abord, Victor Junior Djokoui, journaliste spécialiste des questions économiques. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chef. Michel Betta, vous êtes journaliste et directeur général du journal Le Bélier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ahmed. Éric Bayala, journaliste, chroniqueur et analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ahmed. J'aime bien votre chapeau mélan. Merci. Et puis enfin, on a Lanciné Bakayoko, qui est journaliste, chef du service économie de RTI1. Bonsoir et bienvenue, Lanciné Bakayoko. Bonsoir Ahmed Sidoué. Et comme chaque semaine, nous retrouvons également notre reporter Kone Siaka qui nous proposera des éléments recueillis sur le terrain. Mesdames, messieurs, installez-vous, le débat débute maintenant. Nous ouvrons ce débat avec un chiffre qui fait grand bruit, près de 60% de candidats qui se déclarent pour les prochaines législatives. Comptant pour les indépendants, ce phénomène n'est pas nouveau, mais son ampleur cette année interroge profondément. Pour lancer les échanges, voici un élément que nous propose Siaka Kone. Près de 60% des candidatures émanent des indépendants à l'occasion des législatives de décembre 2025. Un record dans l'histoire électorale de la Côte d'Ivoire. La discipline des partis politiques est-elle en péril? Le phénomène prend de l'ampleur. Militants et cadres, souvent recalés lors des investitures internes, décident de se présenter seuls, parfois même contre leur propre formation politique. Si la dynamique traduit une certaine vitalité démocratique, elle soulève tout de même une inquiétude, à savoir que devient la cohésion à l'intérieur des partis politiques. Retour sur le plateau du Club de la Presse, messieurs, vous l'avez entendu, cette année, 60% des candidats pour les élections législatives sont sous la bannière d'indépendants. Qu'est-ce que cela vous évoque, messieurs Junior Djokoui? Qu'est-ce que vous en pensez? Les causes sont multiformes. Premièrement, il y a les frustrations nées des choix des candidats dans les partis politiques. Je prends ici le cas de professeur Maurice Kakou-Djikawi au PDC, je parle sous le contrôle de mon ami et frère Michel Betta. Mais également, il y a le cas de Sidiki Konaté à Mans. Bon, ça, évidemment, ça crée des frustrations et évidemment, les personnes qui n'ont pas été choisies peuvent se permettre donc d'être candidats par rapport et en fonction de l'ancrage qu'ils ont avec leur population. La deuxième chose, il y a l'organisation au sein des partis. Par exemple, le cas de PDCI, une fois de plus, je parle sous le contrôle de Michel, la liste des candidats n'a pas... Il y a eu des difficultés à les publier, au point où quelques candidats, je prends le cas de Abi Richemont, à Boisflé, qui n'était pas informé de ce qui n'était pas sur la liste électorale, à Koto Olivier, à Daoukro, etc., etc. Donc, il y a toute cette organisation qui fait que quelqu'un peut être frustré et puis décider de vouloir se présenter en candidat indépendant. Mais à côté de cela, il y a les avantages liés au poste de député. C'est très important, c'est autour de 3 500 000 francs, selon les informations que j'ai. Et cet appétit de gain-là fait que, bon, quelqu'un n'est pas forcément obligé de rester dans la discipline du parti, mais peut vouloir aller sur le terrain. Et puis, il y a d'autres avantages. Il y a le cumul des postes. Parlons-en.
quelques personnes sont ministres, ils sont députés, ils sont maires, etc., etc., au point où les cadres d'une région n'ont plus la possibilité, eux, de se faire valoir. Bon, à un certain moment, on accepte de quitter dans le giron des autorités de la région et puis se présenter. Mais à côté de ça aussi, je vais évoquer les ancrages que les cadres ont avec leur population, mais que le parti politique peut ne pas comprendre. Quelqu'un peut avoir une bonne relation avec sa population, mais il se trouve que le parti, pour une question de stratégie personnelle, choisit un candidat qui n'est pas celui que la population, ou celui qui a cet ancrage avec la population. Ce candidat-là, en ce moment-là, peut se présenter en indépendant. Et puis, il y a le problème de positionnement. Rappelez-vous que le président Laurent Gbagbo a dit tout récemment qu'il sortait de la scène politique. En ce moment précis, ça peut créer une forme de dynamisme au niveau du PPACI. Tout cela amène certainement certaines personnes à être candidats indépendants juste pour se faire valoir et être présents dans le champ politique dans leur région. Lansine Bakayoko, est-ce que tout ce que M. Diokoyi vient de dénoncer ou d'énumérer représente des symptômes de malaise dans les partis politiques, ce qui a abouti à plusieurs candidatures indépendantes pour ces élections? D'abord, je voudrais relever une certaine nuance. Lesquelles? Je pense que le vrai nom devrait être les candidatures d'indiscipline et les candidatures indépendantes. Les candidatures d'indiscipline sont les candidatures de ceux qui sont issus des partis politiques. C'est-à-dire que leurs partis politiques ont aligné certains de leurs camarades, mais eux n'ont pas accepté ces choix et ont décidé de s'affranchir de leur parti et d'aller postuler. Ceux-là sont des candidatures d'indiscipline. Maintenant, les candidatures indépendantes, ce sont des candidatures qui ne sont connues dans les fichiers d'aucun parti politique, qui ne sont même pas d'accord avec le fonctionnement des partis et qui n'appartiennent à aucun parti politique. Et donc, eux ont décidé d'aller compétir et ne dépendent de personne. Ils ne répondent de personne, si ce n'est de faire du marchandage après, mais en principe, ils doivent rester dans leur ligne indépendante à l'hémicycle. Exemple, Assalé Tchomoko, qui a été une candidature indépendante et qui a assumé son rôle jusqu'au bout. Donc, ce sont ces deux cas-là qu'il faut relever. Maintenant, sur les motivations de ces candidatures indépendantes, je crois que parfois, c'est la nature des hommes politiques, hein, ça dit se surestimer soi-même. Il y a un brin de narcissisme. On constate que celui qui a été choisi n'est pas le meilleur et on pense que c'est soi-même qui devrait être choisi. Et donc, problème de casting. Mais ça souvent, c'est des appréciations de certains candidats, mais parfois, c'est de la réalité. Parce qu'il faut savoir que dans les partis politiques, quelquefois, il y a des machinations, et il y a des petites combines qui sont faites et à favoriser un certain nombre de proches, de candidatures. Ça, ce sont des réalités. Maintenant, il y a aussi la question du positionnement politique. Vous savez, quand une personnalité politique est élue, il n'a pas la même stature qu'une personnalité qui a été nommée. Donc, les gens cherchent une certaine légitimité. Et puis, c'est un gage professionnel sûr. Parce que quand on a été nommé, on est à la merci de ceux qui vous ont nommé, c'est-à-dire en général l'exécutif qui vous a nommé, donc vous êtes à sa merci. Et donc, le jour qu'il vous largue, vous êtes abandonné à vous-même et donc vous allez au chômage. Or, quand vous êtes député, vous tirez votre légitimité de vous-même, du peuple. Donc, c'est une sorte d'immunité que vous avez. Quand je parle d'immunité ici, une immunité professionnelle que vous avez ici. Donc, et puis, bon, il y a des questions de gain aussi. Mais moi, je reste un peu réservé aux questions de décence sur la question monétaire, la question des numéraires que les députés peuvent avoir dans les positions d'avantage, dans les effets d'avantage de leur position. Bon, donc en général, je pense que ce sont les principales raisons. Et puis, il y a aussi un défi à l'autorité. Il y a aussi un défi à l'autorité. C'est une question démocratique, une question de vitalité démocratique. Mais il faut dire aussi que de plus en plus, beaucoup de candidats ne veulent pas s'aligner sur les vues de leur parti. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut questionner, d'autant que quand on fait de la politique,
il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Les décisions sont prises généralement à l'unanimité, pas à l'unanimité, mais de façon collégiale. Même quand on n'est pas d'accord, on se soumet parce que c'est une décision politique et a généralement la majorité. Donc celui qui ne peut pas se soumettre à ça, en principe, n'a pas sa place dans les partis politiques. Alors, Michel Betta, votre commentaire de cette pléthore de candidatures indépendantes qui dépasse même les chiffres des candidatures venant des partis politiques en Côte d'Ivoire. Mais les co-débatteurs ont évoqué certaines des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, telles que la difficulté au sein des choix des partis politiques et puis bon, les militants qui estiment que tel est plus apte à les représenter que tel autre. Mais pour moi, personnellement, il faut dire que cette tendance aux indépendants est plus visible au RHDP. Il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire ? Non, parce que la plupart de ceux qui sont partis en indépendant sont des cadres du RHDP. Parce que quand tu prends au PDC, ils ont déposé leur liste très tard, donc beaucoup n'ont pas eu le temps même de voir qu'ils n'étaient pas sur la liste pour aller soit en indépendant ou pas. Le RHDP a déposé vite, donc dans son camp, les gens ont eu le temps de se constituer pour aller en indépendant. Donc la question des indépendants est plus visible au RHDP que dans tous les autres partis. Mais ça s'explique. Vous savez, en 2021, lorsque les indépendants se sont manifestés, le président du RHDP, je vais parler du président Alassane Ouattara, avait menacé non seulement ceux qui sont partis en indépendant et leur soutien, mais on a vu qu'à la fin, même ceux qu'on soupçonnait d'avoir des soutiens qui étaient proches de lui n'ont même pas été sanctionnés. Et quand ils ont gagné, ils sont venus redonner leur victoire au RHDP. Et ça a été accepté. Donc aujourd'hui, personne n'a peur. Personne n'a peur d'aller en indépendant, quitte à gagner. Et puis encore mieux, le président Alassane Ouattara dans son dernier starting block de président. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, son mandat va à sa fin. Il est en fin de mandat. Donc chacun veut se faire valoir. Chacun veut se faire, voilà, parce que si tu n'es pas élu aujourd'hui, qui dit que demain tu auras une place au sein du parti? Parce que la compétition pour sa succession se joue maintenant. Donc, le positionnement. De positionnement au sein de son parti. Donc, aujourd'hui, le RHDP est dans une phase, je dirais pas de dynamisme, mais dans laquelle chacun, de personnalisation du pouvoir. Parce que l'idéologie même, idéologiquement, personne ne se sent attaché au parti idéologiquement, parce qu'on ne voit pas l'idéologie sur laquelle ce parti est appuyé. Donc, pour dire vrai, que les indépendants RHDP s'expliquent doublement du fait que ce parti, le chef ne fait plus peur, son autorité a été effritée depuis 2021, où il a menacé, il n'a rien fait et les autres sont répartis, il les a acceptés. Donc les gens les autres se disent, aujourd'hui en y allant, je ne crains rien, encore qu'il est dans sa phase de départ, il est dans son dernier mandat. Donc il se dit, et puis le mandat des députés vient après celui de la présidentielle. Donc quoi qu'il en soit, je ne serai pas candidat après, pas avant qu'il n'aille. Si je dois être rejeté, ce n'est pas avant qu'il n'aille. Parce qu'il ira avant que moi je sois candidat. Bon, je veux dire que si on tient au calendrier électoral de notre pays. Donc, l'un mis dans l'autre, aujourd'hui, le RHDP, les cadres du RHDP sont en train de se battre, de faire la bataille de l'après-Ouattara, et cela se lit bien dans les indépendants. Maintenant, pour les autres partis, quand on regarde les indépendants qui existent, on envoie un peu au COJEP qui n'a pas de récépissé. Donc la plupart de leurs candidats sont partis en indépendant. Le PDCI, les uns et les autres n'ont pas eu le temps de constituer leur dossier pour être indépendants. Très peu n'ont pas eu le temps. Beaucoup n'ont pas eu le temps. C'est très peu même qui avaient déposé déjà, qui ont pu aller au point que Abi Richemont, dont tu parlais de Boisflé, lui-même il est surpris que son nom ne soit pas sur la liste, mais il ne peut plus aller en indépendant. Sinon, il serait parti. Bref, pour dire qu'aujourd'hui, la question des indépendants se pose plus au RHDP, qui est, je dis, là-bas, les cadres se battent pour les positionnements. Le président étant en fin de mandat, la bataille pour sa succession se joue. Donc, ce n'est pas une surprise pour moi que ces gens d'indépendants-là se manifestent. Eric Bayala, peut-on parler de crise de discipline au sein des grandes formations politiques en Côte d'Ivoire, au vu des statistiques pour les législatives, en termes de candidature, bien sûr? Oui, bon, c'est vrai que je pense que dans sa prise de parole, le confrère Lassine Bakayoko disait qu'il fallait nuancer, c'est-à-dire les candidats indisciplinés et les candidats indépendants. Mais j'ai été fort surpris de cette ferveur avec laquelle les vérités qui mentent de Michel Betta sur le fait qu'il aurait eu une indiscipline criade de succession sur comment on appelle ça,
au niveau du président, donc certains cadres chercheraient à se positionner. Le problème, c'est que l'indiscipline au sein des différents partis, il ne faut pas tout de suite, c'est vrai que dans chaque parti et que dans toute organisation, même dans une nation, il y a les droits et les devoirs des citoyens. Et quand vous êtes militant d'un parti politique, vous avez des devoirs vis-à-vis de votre parti, celui de respecter la ligne, sinon l'imprime directrice donnée par le parti. Et dans les grandes formations politiques, il faut faire la nuance. Il y a les formations politiques qui exercent le pouvoir et les formations politiques qui sont à l'opposition. Ceux, par exemple, qui sont au sein du pouvoir, il faut reconnaître aussi également qu'il y a une certaine ingratitude. Une certaine ingratitude de vouloir ramener tout à soi. Vous avez déjà peut-être été cadre proposé par le parti, vous avez fait 3 mandats. Et pour le 4e mandat, on demande de proposer un autre cadre. Vous estimez que c'est vous qui devrez rester encore pour faire le 4e mandat. Alors que la différence entre l'élection présidentielle et l'élection législative, à l'élection législative, nous avons 256 sièges. Or, pour le côté présidentiel, il n'y a qu'un seul fauteuil présidentiel. Et donc, c'est tous les cadres autour donc, du chef du parti qui participent à l'animation du parti. Et donc, ils sont dans un jeu de rôle où chacun est mis à l'étrier en fonction donc, de la stratégie, de la géopolitique que met en place le parti. Et donc, il est clair qu'à un moment donné, si vous avez été candidat pendant un certain nombre de temps et que le parti estime qu'il faut passer la main à quelqu'un d'autre, il faut être capable de pouvoir s'aligner et pouvoir respecter. Mais en même temps, le nombre pléthorique d'indépendants, c'est aussi la volonté manifeste du peuple de Côte d'Ivoire de s'intéresser à la politique. Et ça aussi, c'est important. On a vu des jeunes qui ont estimé qu'à un moment donné, il faut qu'ils puissent donner de la voix. Il y a des personnes qui n'ont absolument pas de coloration politique, mais qui estiment qu'aller à l'hémicycle pour donner la voix du peuple, c'est-à-dire ils ne sont pas partants pour la posture des grands groupes politiques et ils pensent qu'il faut donner des voix contraires, cesser à la chose politique. Et quand vous prenez ces indépendants qui n'ont pas de coloration politique, ils sont plus importants que les indisciplinés qui sont sortis des partis politiques. Parce que quand on regarde, quand on fait le point, y a-t-il combien d'indépendants sortis, par exemple, du RHDP? Au PPACI, on a tout de suite vu qu'il y en a eu 22 qui sont allés en candidat indépendant, qui ont été révoqués, certainement qu'on en parlera tout à l'heure. Mais au niveau du PPACI, du RHDP, est-ce que mon ami et confrère qui dit que le plus grand nombre d'indépendants est issu du RHDP, quel en est le nombre? Non, mais j'ai dit le plus grand nombre. Mais vous pouvez voir les noms. Oui, moi, je connais les noms. On connaît les noms des quatre RHDP. Non, je dis quel est le nombre. Le RHDP est le seul parti politique. Sur les 255 sièges pour les 205 circonscriptions qui a présenté des candidats. Et donc, quand on fait le ratio en fonction des candidats que le parti a proposés et ceux qui sont allés en indépendant, vous comprendrez que c'est une infime partie, ça ne représente rien dans l'échelle au niveau du parti. C'est vrai que l'indiscipline, ça participe également de la dynamique au sein des partis politiques. Des gens estiment qu'ils ont une certaine proximité avec leur population. Ils pensent qu'ils peuvent mieux porter l'étendard de leur parti dans les différentes circonscriptions dont ils sont issus. Mais le hic, il faut être capable d'accepter le choix que le parti fait. Parce que quand vous êtes un militant indiscipliné, il est clair que vous ne participez pas à l'essor de votre parti. Parce qu'un parti qui fonctionne, qui n'a pas de discipline, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de stratégie, qui est commandé par la direction du parti, mais c'est un parti qui n'est pas amené à vivre longtemps. Et on peut être compétent, mais la direction du parti peut estimer que pour une telle ou une telle raison, dans une région, on préfère prendre un tel que vous, parce que certainement, on peut avoir besoin de vos compétences ailleurs. Est-ce que ce n'est pas une indiscipline suscitée quand on s'en remet aux décisions des partis de voir certains candidats indépendants revenir dans le parti quand ils ont finalement battu campagne et remporté ces élections-là? On a des indépendants qui sont partis et qui ont remporté les élections et qui finalement sont revenus sous la bannière de leur parti politique. Est-ce que ce n'est pas se donner plus de chances de remporter des sièges à l'hémicycle qu'on suscite, pourquoi pas, ou éventuellement, cette indiscipline? Bon, moi, franchement, je ne saurais le dire si c'est une indiscipline suscitée, mais quand on voit la posture des partis politiques, quant aux différentes mises en garde que la direction du parti prend
vis-à-vis des candidats indépendants qui sortent de leur rang, je ne pense pas que ce soit des candidatures qui soient indépendantes qui soient suscitées. Mais toujours est-il que quand ces indépendants gagnent des sièges, parce qu'après à l'Assemblée nationale, il faut se constituer en groupe parlementaire. Et donc, quand vous êtes proche d'un parti politique, sinon militant d'un parti politique, vous êtes allé en indépendant, que vous avez gagné, et qu'on doit constituer les groupes parlementaires, il sera difficile pour vous parce que idéologiquement, vous n'êtes même pas proche des autres formations politiques. Et donc, cela fait qu'ils n'ont pas d'autre choix que de revenir à la maison. Malheureusement, le parti aussi se trouve dans des positions où ils ne peuvent pas refuser parce qu'après tout, on cherche la majorité au niveau de l'hémicycle. Et donc, si les sanctions, il faut déjà les prendre bien avant et non après. Parce que quand il est déjà élu, comme on l'a dit, bon, il a cette immunité professionnelle, même si vous le sanctionnez, comment on ne peut pas lui ravir son siège de député à l'Assemblée nationale. Donc, il a ses émoluments, il peut donc se prendre en charge. Et puis après, ça devient une voix discordante, si on n'arrive pas à la maîtriser, qui peut mettre en mal, si vous voulez, en termes de critique, qui soit subjectif, l'évolution du parti. Donc, c'est tout ça. Malheureusement, c'est à déplorer. Mais ce qu'il faut, c'est que de plus en plus, on doit pouvoir même peut-être légiférer pour que tous ceux qui sont connus comme étant candidats proches d'un parti politique, une fois que la liste des candidats ont été arrêtés, que ces candidats ne partent plus en candidats indépendants. Parce qu'après le fait, ils trahissent, si vous voulez, la volonté des populations qui les ont élus. Vous présentez un candidat indépendant, vous avez l'adhésion des populations, après, vous partez vous affilier à un groupe parlementaire. Vous comprendrez que ce serait déjà un abus de confiance vis-à-vis de votre électorat. Alors, Djokoui, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une montée en puissance des indépendants? On se souvient qu'en 2016, après le parti au pouvoir, c'était les indépendants qui avaient quand même ravi des places à l'hémicycle. En 2021, il y a eu le PDCI qui est remonté avec, je crois, 26%. Est-ce que cette année, avec 60% de candidatures indépendantes, on n'est pas en train d'assister à une montée en puissance à l'hémicycle des indépendants? Oui, à l'issue de la configuration politique qu'on a, je veux dire, en interne des partis politiques, est une configuration politique qui provoque, qui encourage et qui motive la percée des candidats indépendants en politique. Pour la simple raison que mon ami Michel Bétal a dit, quand un responsable des partis politiques dit que je sanctionnerai les personnes et tous ceux qui vont être les soutiens de ces candidats et qu'après il ne fait rien, mais chacun se sent complètement libre d'y être. Et puis, je l'ai dit une fois de plus, les ancrages, la relation que certains cadres ont avec leur population, indépendamment des relations venues du parti politique, mais de façon réelle. Il y a certains cadres de régions qui ont des relations très poussées avec les populations. Proximité avec les Avec une bonne proximité. Il se trouve que quelquefois, le parti ne choisit pas cette personne-là. Pour une question de stratégie, pour une question de... je ne sais pas. Mais quelquefois, ces personnes-là ne sont pas choisies. Et vous comprendrez que ces personnes qui ont une bonne proximité avec la population, ces personnes-là sont nombreuses. Et c'est tout ça mis ensemble qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'indépendants. Vous comprenez? Mon ami Eric Bayala disait que ce phénomène ne vient pas forcément du PDCI, mais en réalité, oui. Elle vient du RHDP, mais en réalité, oui. Parce que quand on enlève les 22 candidats du PPACI... On enlève les 20 du COGEP. On enlève les 20 du COGEP. On a connu du PDCI, ils ne sont même pas à 5. C'est 1143 candidats que nous avons. Le reste, là, vient forcément du RHDP. Non, mais il y a des candidats qui sont indépendants, qui ne souffrent d'aucune obédience. Ils sont combien? Oui, bien sûr. Les cadres connus de cette élection-là, vraiment, beaucoup viennent du RHDP. C'est quoi veut dire? Lors de la clôture de dépôt de candidature, il a été conclu qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne viennent pas des partis politiques traditionnels qu'on a, qui sont venus déposer leur candidature. On est d'accord avec... C'est pas cela la raison du fait qu'on ait 1143 candidatures avec 60% on est d'accord avec ça. indépendants. On est d'accord avec ça. Mais ils sont combien?
La question fondamentale, c'est ça. Ils sont combien? La plupart des cadres... C'est justement là ma question. Non, mais la plupart des cadres, même jeunes, même connus, là. La plupart des jeunes connus, je veux parler de jumeaux suprêmes, même à Divo. À Divo? Mais c'est des cadres connus du RADP. C'est pas des inventions. Moi, je suis surpris qu'on ne veut pas se rendre à l'évidence. Vous savez... En fait, pourtant, ils vont en indépendant. Oui, parce qu'ils n'ont pas été d'accord. Comment ils peuvent être cadres du RHDP quand ils vont en indépendant? C'est un RHDP, il faut interroger. Parce Non, c'est vous qui le dites. Cadre du RHDP, ça veut dire que tu as un poste au sein de cette... Enfin, quand je parle du mot suprême, il est membre de la jeunesse du RHDP. Quand je parle de beaucoup d'autres cadres. Bon, bref, pour dire que même si on en vient au fait, on parlait de pécule, mais quels sont ceux qui ont plus de moyens? On vous a compris. On laisse Junior Djokoui terminer. Oui. Donc c'est dans cette logique-là que nous sommes. Moi, je pense que pour mettre un frein à ça, on arrivera certainement peut-être aux solutions, mais peut-être mettre un frein à ça, il faut que les responsables des partis politiques, les chefs, il faut qu'ils soient, quand ils sanctionnent, il faut que la sanction soit une sanction irrévocable. Parce que quand elle est gérée comme nos amis du RHDP, le président de la République, a géré les cadres sanctionnés dans la législature passée, évidemment, ça va provoquer n'importe qui à faire n'importe quoi. Voilà la réalité. Lansine Bakayoko, candidature indépendante, tolérable ou pas, ou comme le disait Djokoui, il faut les sanctionner pour qu'on n'en ait plus droit pendant les élections. En tout cas, sortant des partis politiques. Moi, je voudrais rester dans le cadre de la loi. Pour le moment, la loi n'oblige pas à les sanctionner. Peut-être faudrait-il légiférer dans la prochaine législature pour pouvoir les canaliser. Parce qu'il y a beaucoup de pays, au Sénégal notamment, lorsque vous avez été élu sous une bannière, une fois que vous changez de bannière, vous perdez votre siège. Donc on peut légiférer et ça va permettre de canaliser ces candidatures indisciplinées. Et maintenant, on dit que le RHDP, par exemple, Michel Betta le dit, renchéri par Junior, dit que la plus grosse partie des indépendants viendrait du RHDP. J'en conviens, mais parce que c'est le parti au pouvoir et c'est le parti majoritaire. Mais ce que moi je voudrais soulever ici, ce n'est pas le nombre, c'est l'impact. Parce que la principale machination dans cette affaire, c'est le cas, par exemple, Maurice Kakou-Djikaoué. Tout le monde sait que la désignation des candidatures au sein du PDCI-RDA s'est effectuée avec une telle opacité qui ressemblait finalement à des règlements de compte. Et le professeur Maurice Kakou-Djikaoué a expliqué clairement que ces choses-là se sont faites pendant la nuit. Pendant la nuit, les désignations sont faites pendant la nuit et personne ne sait aujourd'hui quels étaient les critères. Et je veux dire, c'était même à la limite risible parce qu'il y avait, semble-t-il, des mains noires qui disaient « mets lui-là, enlève celui-là », sans réel calcul, sans réel... ils ne sont même pas allés sur le terrain pour voir qui a plus d'impact. Donc je veux dire qu'au-delà du nombre des indépendants, mais c'est c'est l'impact de la machination. Il faut parler aussi de Sylvie Konaté Ama, parce que lui aussi, son choix a été fait de façon opaque. Parce qu'il a complètement été exclu exprès, parce qu'on voulait favoriser quelqu'un qui est plus proche du ministre de la Défense. Junior Djokoui, laissez-le poursuivre, s'il vous plaît. Bon, je ne sais pas pourquoi vous avez, Monsieur Junior, vous avez une fixation sur le ministre d'État, ministre de la Défense. Je ne sais pas pourquoi vous faites une fixation sur lui, parce que ça fait quasiment 2 semaines que vous parlez de lui. Non, on parle d'un candidat, Sylvie Konaté. Poursuivez l'ancien député. Vous revenez encore, vous parlez d'un proche du ministre. Bon, c'est la politique. Mais lui, il a parlé des frères Cissé, Diakité à Divo. Je comprends qu'ils sont populaires, mais ils étaient allés aux élections municipales qu'ils ont perdues. Donc, je dis, finalement, on ne va pas s'aligner sur l'appréciation que chacun a de lui-même. Parce que moi, je peux estimer que chez moi, je suis populaire. Mais vous savez que les hommes politiques, je vous ai dit tout à l'heure que pour faire de la politique, il y a une dose de narcissisme qu'on a. C'est-à-dire que l'homme politique pense qu'il est le plus beau, généralement, qu'il est le plus lucide, qu'il est le plus intelligent. Et donc, quand le gars est dans sa région, il dit « je suis le plus beau de la région, donc c'est moi qui dois être le candidat ». Et je suis convaincu que tous ceux qui sont candidats pensent que c'est eux qui sont légitimes à être candidats. Que ce qu'on a appelé les indépendants, les indisciplinés ou les candidatures portées par des partis politiques, chacun
a cette estime de soi qui fait que lui, il pense que c'est lui qui doit être là. Mais je pense que ça, c'est la nature de notre système politique. C'est pour ça que nous voulons que, pour éviter les indépendants, il faut légiférer. Parce qu'il ne faut pas avoir des candidatures farfelues, même si elles sont élues. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il faut au moins 8 personnes pour constituer un groupe parlementaire. Bon, si vous allez en indépendant, que vous êtes obligé d'aller vous allier à un groupe parlementaire, par alliance ou par je ne sais quoi, ça manque de sérieux, ça manque de contenu, ça manque de rigueur. C'est pour ça, je pense qu'il faut très rapidement créer un système qui fasse en sorte que ceux qui ne sortent pas des partis, dès lors que vous avez une affiliation à un parti politique, que vous ne devenez pas nécessairement indépendant pour pouvoir perturber le jeu politique à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une gageure. Alors, Michel Betta, est-ce que la montée des candidatures indépendantes peut-elle fragmenter l'électorat ou affaiblir les partis traditionnels politiques? Bon, naturellement, certains seront fragilisés parce qu'avec un indépendant issu du terrain, c'est vrai que vos voix au sein des populations seront émiettées. Mais moi, je vais plus loin. Je dis au niveau même de l'hémicycle, il faut souhaiter qu'il y ait des indépendants. Parce que, vous voyez-vous, de vrais indépendants. Non, quand je dis des indépendants, c'est-à-dire des personnes qui n'aient pas d'affiliation politique même en elles-mêmes. Parce que ces indépendants-là, ce serait une gageure, c'est qu'ils trompent le peuple, disent je suis indépendant, et que quand ils arrivent à l'Assemblée, ils veulent s'allier à un groupe parlementaire. Vous jugez aujourd'hui qu'il n'y a pas de véritable indépendance dans cette course aux élections? Il y a des indépendants. Mais même si tu as choisi, même si tu étais dans un parti politique, tu as choisi d'aller en indépendant, il faut que tu restes indépendant. Parce que les peuples t'ont élu sur la bannière d'indépendant. Parce qu'un indépendant, tu as développé ton programme, tu as développé ce que tu veux faire pour ce peuple-là. C'est sur cette base-là que le peuple t'a élu. Donc, quand il finit de t'élire et que tu vas te mettre dans une autre bannière qui a un programme aussi, mais tu vois que là, tu forces la vision de ce peuple-là. Donc, moi, je souhaite que pendant cette élection-là, lorsqu'ils vont arriver à l'Assemblée nationale, il faut qu'ils demeurent indépendants pour faire le jeu de la démocratie. Parce que l'indépendant aussi peut jouer dans le vote au point que l'Assemblée nationale ne soit pas monocorde. Aujourd'hui, quand on regarde, on a plus de la moitié qui sont indépendants. Donc si plus de la moitié, si on a un lot d'indépendants sur les 255 députés qui sont plus de la moitié des députés, on aura vraiment une Assemblée nationale qui ne sera pas uniforme pendant longtemps, ce qu'on a vu aux couleurs uniquement du RHDP. Ça pourra mieux contrôler l'action gouvernementale, mieux orienter en faveur des populations, parce qu'on a vu souvent des lois qui ont été votées qui n'ont pas réduit l'assentiment des populations, elles sont passées à l'Assemblée comme lettre à la poste. Donc, je crois qu'aujourd'hui, cette montée des indépendants doit nous encourager dans notre démocratie. Mais qu'ils restent indépendants, de sorte qu'ils puissent jouer le jeu. Non, ceux que tu appelles indépendants, mais arrêtez, qui sont des indisciplinés, en général, n'ont pas un projet alternatif au projet qui est proposé par leur parti politique. Ce sont des positionnements personnels. Ils vont vendre quelque chose aux populations. Ils sont mus par des motivations personnelles. Ils sont marqués par des volontés personnelles, de positionnement personnel. Ce n'est pas qu'ils ont des projets qui sont contraires au projet duquel ils sont issus. Donc, automatiquement, une fois qu'il est élu, il est obligé de se rapprocher. Et puis d'ailleurs... Idéologiquement, là, et puis d'ailleurs, quand les gens vont dans ce que vous appelez indépendant, mais en réalité, ils vont juste pour prouver quelque chose, leurs muscles, pour montrer à la hiérarchie du parti que, voilà, c'est moi qui étais populaire dans la région, c'est tout. Il n'a pas un autre projet. On vous a compris, Lansine Bakayoko. Éric Bayala, est-ce que cette montée des indépendants traduit-elle un renouveau démocratique ou un affaiblissement des partis politiques? Non, pas du tout. Oh, mais un renouveau démocratique, pas forcément, parce que vous comprendrez que ce sont peut-être les mêmes acteurs, certains qui n'ont pas été retenus, qui continuent d'aller en indépendant parce que, ils pensent que c'est à eux et à eux seuls qu'il conviendrait de candidater dans ces circonscriptions-là. Maintenant, justement, le nombre pléthorique de candidats indépendants, par contre, montre que la démocratie en Côte d'Ivoire est très dynamique. Et j'ai entendu quelqu'un dire ici que très longtemps, on a vu un parlement monocolore tenu par le RHDP. Non, on ne désigne pas les députés. Les députés sont élus. Donc, si l'ensemble des Ivoiriens décident de donner au RHDP le maximum de députés, c'est parce qu'ils font confiance à la gouvernance du RHDP. Et donc, ça, c'est vraiment, il faut que ça soit vraiment très sûr. Parce qu'on ne peut pas venir dire qu'on a une assemblée monocolore comme si ceux qui y étaient nommés. Voilà. Donc, ça, c'est d'abord une précision qui méritait d'être faite. Maintenant, à côté de cela,
À côté de cela, en ce qui concerne les candidats dits indépendants qui sont issus des partis politiques, je le disais tout à l'heure, quand vous êtes de l'opposition et que vous êtes du parti au pouvoir, sorti des rangs de ces deux partis-là, il y a vraiment une nuance à faire. Parce que celui qui est déjà au pouvoir et qui a une majorité confortable à la législature passée, en fait qui est en train de se terminer là, et vous venez faire acte de candidature, cela s'apparenterait un peu plutôt à, si vous voulez, porter entorse à l'équilibre même du parti en ce qui concerne sa représentation à l'Assemblée nationale. Parce qu'il ne faut pas dire tout de suite, c'est-à-dire avoir un certain égocentrisme politique, croyant que tout doit tourner autour de soi. Oui, vous pouvez juger avoir une certaine proximité avec les populations, mais si vous appartenez à un parti et que vous avez bénéficié de ce manteau politique-là pendant longtemps, il faut comprendre qu'en retour, vous avez un devoir vis-à-vis de ce parti. Et ce devoir-là n'est rien d'autre que le respect des décisions qui sont prises par la hiérarchie. Mais par contre, quand vous êtes de l'opposition et que on fait la proposition de déposer des candidats, par exemple, le candidat que je maîtrise le mieux, chez nous à Gagnoa, celui du PDCI par exemple, on décide de retirer sa candidature, non pas pour un autre militant du parti, mais pour quelqu'un qui ne serait même pas militant, pour la simple raison qu'il serait président d'une association de Baoulé et Dagny. Vous comprendrez là la démarche qui est faite par ces partis d'opposition. Non, c'est dommage. Non, tu sais pourquoi ça m'interpelle. Dans cette manière ethno-régionale là, c'est pas bon pour notre image nous-mêmes à nous tous ici. Michel, oui, parce que aller au bout de son quand vous prenez le cas du professeur Maurice Kakou-Gikawe, est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui, celui qui est proposé pour le compte du PDCI à Gagnoa sous-préfecture, il a été militant où? Tu es militant non, parce que nous, ce qui fonde notre démarche, ce qui fonde notre approche, c'est que le professeur Maurice Kakou-Gikawe, il est, j'allais dire, l'un des premiers responsables de la politique du PDCI à Gagnoa. Et ça, on ne peut pas le nier. Et donc, si un tel homme vient dire que celui qu'on propose à ma place n'est pas dans mes fichiers au niveau des militants actifs du PDCI, voulez-vous que je m'en tienne à quoi? À cela. Et le seul mérite que ce candidat a eu, c'est qu'il a été président d'une association d'Agny et de Baoulé. Cette tendance et ça, c'est clair. Et donc, quand vous voyez... S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout. Chers amis... Non, tu sais, c'est la tendance régionale. Michel Beta, s'il vous plaît. Mais justement, l'émission porte sur la discipline au sein des partis. Mais également sur les plateaux télé, il faut la discipline. Oui, et cette discipline, pas à tout prix. Justement, il n'y a pas de demi-discipline. Non, pas à tout prix. Il n'y a pas de demi-discipline. Quand vous avez votre tour de parole, on vous écoute. Non pas parce que ce que vous dites là est convaincant ou bien nous plaît. Mais la discipline du plateau nous impose à vous écouter. Voilà. Et donc, ici, c'est de faire la police. Mais justement, mais après ces interventions publiques, c'est difficile pour nous de continuer. Donc, je disais que justement, quand on est un parti d'opposition et qu'on a des grandes figures qui portent les couleurs de ce parti et que la manière de désigner les candidats au détriment de ces grandes figures-là, il y a lieu de s'interroger. Est-ce qu'on a l'appareil du parti pour régler des comptes? Ou bien on a l'appareil du parti pour mettre en liste des personnes qui peuvent participer à la reconquête du pouvoir d'État? Voici la question. Vous aurez l'occasion de répondre à ces questions lors d'un autre débat, d'une autre émission. Moi, tu sais, ce qui est dérangeant, c'est cette dérive-là. Pour nos téléspectateurs, on ne peut pas... On est tenu par le temps, Michel Beta. On ne peut pas évoquer l'ethnie des uns et des autres. Je ne peux pas vous laisser poursuivre, malheureusement. C'est dangereux. Merci à vous tous pour ces analyses en première partie de cette émission. Et puisque nous parlons de cohésion et de discipline politique, intéressons-nous maintenant à un autre grand dossier de l'actualité, la situation interne au PPACI, marquée par une série de décisions disciplinaires qui secouent le parti depuis plusieurs semaines. Le parti fait face à une recomposition interne profonde, radiation de cadres, dissolution de coordination, restructuration successive. La situation suscite de nombreux commentaires. Le décor de cette partie du débat est planté par Siaka Kone. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, connaît actuellement une série de ragissements internes. Plusieurs responsables locaux ont été radiés et certaines structures de base dissoutes. Selon les instances dirigeantes du PPACI, ces mesures visent à assurer le respect de la ligne du parti à quelques semaines des législatives prévues pour le 27 décembre. Selon le parti, il s'agit de maintenir la cohésion, l'ordre et la discipline interne. Toutefois, certains militants s'interrogent sur le processus,
D'autres redoutent les tensions internes à un moment stratégique pour l'opposition. Le PPACI, l'un des piliers de l'opposition ivoirienne, traverse ainsi une étape de clarification interne. Reste à savoir si ces ajustements permettent un nouveau départ dans un esprit de rassemblement et de préparation sereine des prochaines échéances électorales. Vous suivez le Club de la Presse, votre émission de débat diffusée tous les dimanches sur RTI 1 et nous sommes justement en train de discuter de cette crise interne au sein du PPACI. On a vu des radiations et puis plusieurs décisions qui ont été prises par la direction du parti. Comment vous expliquez cela, Monsieur Junior Djokoui? Bon, dans un premier temps, le PPACI a organisé un comité central. Et au cours de ce comité central, le PPACI a décidé de ne pas aller à ces législatives-là pour légitimer le 4e mandat du président Alassane Ouattara. Pourquoi? Simplement parce que ce 4e mandat a fait beaucoup de morts, beaucoup d'emprisonnés et de nos frères qui sont en exil. Mais simplement parce qu'il y a eu tous ces morts, simplement parce que l'opposition dans son ensemble a demandé au RHDP d'arriver à un dialogue politique pour organiser des élections justes et transparentes et inclusives. Malheureusement, le RHDP a fait le sourd et il n'a pas accédé au moindre, je dis bien au moindre revendication, de toutes les revendications, à la moindre revendication de l'opposition. Et c'est comme ça que le RHDP voulait faire élire le président. Donc le président a été élu dans ces conditions que nous savons avec cette élection que jusque-là, je n'arrive pas à qualifier. C'est cela qui explique la crise au sein du PPACI. J'arrive. Au cours de ce comité, nos amis qui sont aujourd'hui candidats indépendants mais sortis du PPACI étaient présents pour la grande majorité des hauts responsables. Le président de la Ligue des jeunes, Arthur Dali, la présidente de la Ligue des femmes, Série Hortense, le vice-président lui-même était présent. Ils n'ont dit mot, ils n'ont rien fait. Puis le comité est fini. Et quand on a demandé donc aux candidats, enfin, on a fait l'ouverture des candidatures. La CEI a fait l'ouverture des candidatures. Il s'est trouvé que ces personnes-là sont allées présenter leur candidature. Je n'arrive pas à qualifier ça, mais c'est immonde, c'est abject, c'est pas sérieux. Pourquoi? Mais parce que le PPACI a ses militants morts. Le PPACI a ses militants en prison. Pourquoi ils vont à cette élection pour légitimer la candidature, le 4e mandat, il faut le dire, de Alassane Ouattara. Alors que ce pourquoi on avait demandé le dialogue politique, c'est-à-dire la liste électorale, le découpage électoral. Mon ami Éric Bayala parlait tout à l'heure de la démocratie du RHDP présent à l'Assemblée nationale. Non. Cette élection n'a pas encore été organisée que le RHDP a au moins 150 candidats déjà presque élus connus à cause du découpage électoral. Tous ces problèmes n'ont pas été réglés. Puis, nos camarades vont à cette élection. La question, vos camarades? Qu'est-ce qu'ils vont y chercher? C'est le thème qu'ils utilisent là-bas. Au sein du PPACI, c'est la gauche, c'est le thème. C'est le thème du PPACI. Je ne suis pas militant. Non, quand il dit nos camarades, c'est le thème approprié. C'est le thème approprié. Donc vous êtes militant pour savoir les thèmes qui y sont. Oui, Éric Bayala, tu le sais. Vous nous Éric Bayala, je pense, cher frère, c'est toi qui as dit qu'on n'a qu'à respecter la discipline du plateau. Non, je vous laisse. Donc, ces militants du RHDP-là, des militants du PPACI vont à cette élection pour terminer rapidement. Pour exprimer quoi? Parce que ce n'est pas leur présence à l'hémicycle qui va changer la gouvernance du RHDP et de Alassane Ouattara. Ce n'est pas possible. Lansine Bakayoko, votre avis sur cette crise au sein du PPACI? D'abord, je voudrais lever quelques incorrections. Allez-y. Le président Alassane Ouattara, depuis 2011, n'a créé que 4 circonscriptions électorales.
il y a Gbeleban qui a été créé, qui est au nord-ouest là-bas. Il y a Ateguakro. Au centre. Au centre. Il y a Assini Mafia. À l'est. À l'est, au sud-est. Et il y a la commune qui est à côté de Ndousi. Ndousi. 4 communes. Donc, quand on me parle de découpage électoral, vraiment... Le découpage, c'est les ce sont des circonscriptions. Je ne parle pas de communes. Je parle de circonscriptions électorales. Donc, je ne vois pas de nouvelles circonscriptions électorales qui ont été créées au point de trouver qu'on a fait un nouveau découpage qui favoriserait le RHDP. Maintenant, c'est pas vrai. Maintenant, quand je reviens... Maintenant, il parle également de revendications sur les conditions d'éligibilité, les conditions pour aller aux élections. Je crois que le président Gbagbo avait laissé une fenêtre ouverte pour dire qu'il irait aux élections législatives. En tout cas, il avait déclaré qu'il prendrait sa retraite après les législatives. Ça veut dire qu'il avait une volonté de partir aux législatives. Donc, la question des conditionnalités pour aller aux élections devient caduque. Maintenant, quand on parle de la crise au PPACI en elle-même, parce qu'il s'agit d'une crise, je crois qu'il y a quelque chose encore à espérer au PPACI. Il y a de l'espoir. Vraiment, nous, on était désespérés, mais je crois que le fait que les 22 personnes se soient affranchies de Laurent Gbagbo, je crois que ça montre qu'il y a de l'espoir en matière démocratique en Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, on était dans une situation, une sorte de dictature qui fait qu'on ne veut qu'avoir le seul... Parce qu'on parle de comité central. En réalité, de comité central, il n'en est rien. Ça a été un monologue au sein du comité central où Laurent Gbagbo, comme d'habitude, a imposé ses vues. Donc le comité central, nous avons aussi des hommes là-bas. Donc, en fait, c'était le vernis qu'on a dit comité central. Parce que nous avons échangé avec beaucoup de cadres du PPACI qui ne se reconnaissent pas dans ce comité central. Mais ce que moi je vais dire, Laurent Gbagbo et le PPACI ne sont pas coutumiers du fait. C'est-à-dire qu'ils ont toujours décelé des traites. Ils ont toujours décelé des traites. De l'épisode de 90 à 2000, les traites, c'était qui? Les traites, c'était les Ouraga Obou, c'était les Ali Keïta, c'était les Paul Arnaud, c'était le professeur Koti, c'était les traites. Et après, on a eu une nouvelle vague de traites encore. Les Afi Nguessan, les Simone Yvé, les Charles Blé Goudé, les Alcide Djedje, les Wanyou, les Vossaï, qui étaient les nouveaux traites. Et aujourd'hui, nous avons de nouveaux traites qui sont les 22, les Cyril Louma Hortense, les Princes d'Ali. Mais en réalité, ça veut dire qu'il y a un problème. Le PPACI est un parti qui est réfractaire à la démocratie. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est dans le parti qui veut être le seul. Ne dites pas des choses. Qui veut être le seul. On a vu là où les gens ont été poussés soit à la porte. Les Ouagabou, on les a vus ici. Ils ont été poussés soit à la porte, ils ont été livrés à la vindicte populaire, ou on les a expulsés carrément, ou on les a mis en quarantaine. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le parti qui veulent un monologue, qui sont réfractaires à la démocratie. Ça, c'est vraiment un fait. C'est un fait. Et donc, aujourd'hui, ceux qui ont décidé de se départir, de s'affranchir, ça montre également que Laurent Gbagbo, il y a une crise d'autorité aujourd'hui pour Laurent Gbagbo. Par exemple, Laurent Gbagbo qui avait donné l'impression d'avoir une sorte d'hégémonie politique au sein de son parti, cette hégémonie s'est effondrée. Il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de le regarder dans les yeux pour lui dire non. Parce qu'en réalité, lui, il est dans une politique de terre brûlée parce qu'il sait qu'il s'en va. Il s'en va soit par la nature, soit par sa propre volonté. Et donc, lui, il ne peut pas remettre en question l'avenir, le destin politique des jeunes gens comme les Princes d'Ali qui ont tout l'avenir devant eux, les Kipré qui ont tout l'avenir devant eux. Les Blas Blaise. Vous voyez, donc ceux-là qui avaient eu confiance en lui, aujourd'hui, lui ont retiré cette confiance. Et ça devait être une leçon. Ça devait être une leçon. Il doit se questionner sur la nouvelle posture de ses principaux lieutenants, parce qu'en réalité, ce sont ses principaux lieutenants. Il y a certains qui sont avec lui aujourd'hui, la vieille garde qui est complètement déconnectée, qui est déconnectée des réalités politiques et qui elle-même sait qu'elle n'a pas la chance pour être élue sur le terrain. Un gars comme Kone Katina, il sait bien qu'il ne peut pas, là où il a voulu aller postuler. Donc, en réalité, ce n'est pas une question de fidélité. Il y a quelqu'un qui veut garder le monopole politique dans son parti et qui voulait l'imputer même à la nation. Les Ivoiriens ont dit non. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que après que les Ivoiriens aient pris le courage, le peuple ivoirien ait dit non à Laurent Gbagbo et au PPACI, c'est aujourd'hui le PPACI en interne, ses propres militants, qui prennent le relais du peuple ivoirien pour dire non à Laurent Gbagbo.
C'est bien compris. Michel Betta, est-ce que... Je crois que c'est quelque chose qui m'a interpellé, donc je voulais répondre rapidement. Vous avez eu votre temps de parole. Hein, oui. Je passe la parole aux autres et après, si on a du temps, on pourra vous permettre de réagir. Michel Betta, est-ce que finalement, on ne donne pas raison à Awa Dombelo, qui a été l'un des premiers pendant la présidentielle à se détacher du parti et puis partir en indépendant? Est-ce que cette vague-là n'est pas l'effet Awa Dombelo finalement? Non. Vous savez, un parti, on le disait tantôt ici, a une discipline. Et le comité central est un des organes essentiels du PPACI. Le comité central a réuni ses membres, dont ceux qui sont aujourd'hui sanctionnés. Et au cours de cette rencontre-là, il a été décidé et il y a eu un rapport, il y a eu un communiqué pour dire que le PPACI ne participe pas à cette élection-là. Et quand on interroge les raisons pour lesquelles le PPACI dit de ne pas participer à ces raisons sont suffisamment assez pertinentes. Ils disent parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des prisonniers, près de 1000 prisonniers. Vous imaginez? Et dans ce contexte-là, le RADP qui a arraché cette victoire aux Français veut fêter. Ils disent bientôt qu'ils vont fêter leur victoire. Mais attends, quand on a eu cette victoire qui a entraîné tant de morts, quand on a eu cette victoire qui a entraîné tant de personnes en prison, c'est une victoire contre les autres ou bien c'est une victoire pour les Ivoiriens? Moi, je pense que... Non, le président de la République même l'a dit. Il est le président de tous les Ivoiriens. Donc, il faut prendre en compte les raisons évoquées par le PPACI et engager... Ces raisons-là sont des caprices. Ce sont des caprices, ce ne sont pas des raisons. Ce sont des caprices. Je ne laisse pas finir alors qu'on l'a laissé finir. On ne peut pas parler de caprices quand il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. On ne peut pas parler de caprices. Non, Ciné Bakayoko. Vous savez, nous sommes... Il y a un officier qui a été assassiné. Non, s'il te plaît, j'ai dit il y a eu des morts. Je n'ai pas dit il y a eu tel mort ou tel mort. J'ai dit des morts. Donc, il faut les capitaliser. Mais pour dire quoi? Pour dire que quand on en arrive à cela, il faut éviter d'envenimer davantage la situation. Mais est-ce que la meilleure façon de s'exprimer, ce n'est pas de faire partir de l'hémicycle et puis faire porter sa voix? La meilleure manière de s'exprimer, c'est à chacun de déterminer. Mais moi, je pense que quand on s'est exprimé, il faut des gens pour entendre. Mais depuis longtemps, l'opposition s'est exprimée. Elle a demandé un dialogue. Personne ne veut l'écouter. Aujourd'hui même, on s'en va fêter pour lui dire que les chiens aboient, la cavane passe. Mais c'est humiliant, c'est frustrant, c'est pas l'ivoirien. Parce que, en fait, ce qui me choque dans cette logique-là, nous avons vécu des drames qui devaient nous emmener à surpasser notre ego. Parce que cette fête-là, c'est une fête de l'ego, c'est pas une fête pour les Ivoiriens. C'est une fête populaire. Eric Bayala, du peuple vous êtes le ivoirien. seul qu'on n'a pas entendu sur ce sujet. Oui. Quel est votre commentaire? Bon, moi je pense que dans un premier temps, il faut que les gens soient sérieux. On dit qu'on refuse d'aller à ces élections au motif qu'on a eu des morts. Mais donc les morts appartiennent aux militants du PPACI. On respecte. C'est ce que ça veut dire. Le respect des morts. Non, parce que c'est pas ça, la déclaration du président dit qu'on doit enterrer nos morts. Oui, mais c'est les Ivoiriens. Voilà, oui, nos morts. Oui, et donc, cet article possessif-là montre clairement cette appartenance de fait qu'ils veulent avec ceux qui sont dans la rue. Or, pourtant, il a dit qu'il n'appelait personne dans la rue. Mais ceux qui y sont, il les soutient. Et donc, on suspend, c'est-à-dire qu'on porte entorse à une date constitutionnelle pour permettre à quelqu'un qui n'avait appelé personne dans les rues pour enterrer les morts qui en résultent. Ça, c'est d'abord un premier fait. Le second fait, aujourd'hui, avec cette révocation et la posture de ces cadres qui ont candidaté, ça montre un schisme entre l'élite du parti et la direction du parti dirigée par Laurent Gbagbo sur sa stratégie électorale. Vous savez, des gens refusent un affaiblissement du parti sur le plan institutionnel. Mais en même temps, ils estiment que le président Laurent Gbagbo, après les élections législatives, comme il a dit, va prendre sa retraite. Il sera question d'une redistribution des cartes. Et donc, chacun veut mettre en avant son ancrage dans sa zone pour être en position dans le renouvellement et dans la succession du président Laurent Gbagbo. Et donc, ce sont des expressions légitimes qui sont exprimées. Mais quand vous donnez un nom à un enfant, on dit que ce nom-là dépeint sur sa vie. Mais quand des gens disent Gbagbo ou rien, depuis plus de 10 ans, ils sont dans cette posture. Il y a ceux qui sont les messianiques, qui pensent que le Messie chez eux, c'est le président Laurent Gbagbo. Tout ce qu'il dit est parole d'évangile, personne n'a le droit de s'y opposer. Il y a ceux qui sont les patrimoniaux, qui pensent que le PPACI leur appartient. Et donc, c'est eux qui ont le droit de décider et qui ont le droit de vie et de mort. Et il y a les militants, des jeunes, qui estiment qu'ils sont proches de tout ce qui est vent de gauche et qui veulent militer au PPACI parce que c'est un parti de gauche. Ils y arrivent, ils voient que
la pensée là-bas, elle est unique. Et quand vous décidez de prendre une autre, on vous traite de bipolaire. Et donc pour cela, ils sont victimes de sanctions. Mais entre nous, quand ils parlent de... Le Front commun a consisté à mettre en avant le PDCI et le PPACI. Donc ces morts-là ne concernent seuls que ceux du PPACI. Pourquoi le PDCI aussi n'a pas dit qu'à cause des morts que nous avons engagés dans le Front commun, on décide donc de suspendre notre participation législative? Il y a une précision. Attends, Éric, tu ne vas pas me refuser quelques secondes. Si le PPACI ne passe pas aux élections, vous voyez ce que ça va lui coûter. Le PPACI reçoit 75 millions de francs CFA chaque 3 mois. Et quand on y ajoute les émoluments que les députés reçoivent et qui sont reversés dans les caisses du PPACI... Non, il faut l'arrêter parce que ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Non, s'il te plaît, arrête d'engager. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de valeur. C'est une question de raison. Nous voulons que le FPI... Il a fini, Bakayoko, s'il vous plaît. Et donc, pour finir, laissez-moi s'il vous plaît. Comme je disais, le Front commun a été engagé par le PDCI et le PPACI. Et comme par extraordinaire, c'est le PPACI qui estime qu'on doit lui laisser le temps pour enterrer ses morts. Quand bien même qu'ils étaient en mariage de raison, voire d'amour, selon les textes exprimés, pour lancer le Front commun. Pourquoi est-ce que le PDCI n'a pas la même posture que le PPACI? Vous comprendrez que même au PPACI, quand le PPACI était à l'Assemblée nationale et qu'ils avaient même un groupe parlementaire, ils n'ont même pas pu, j'allais dire, avoir une initiative de loi proposée à l'Assemblée nationale, ne serait-ce que pour régler les problèmes même du président Laurent Gbagbo. Et donc, ils sont dans une posture de dépassement, ils sont du passé, ils ne sont plus en réel vis-à-vis avec les préoccupations des Ivoiriens. Et donc, aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité de proposer, si vous voulez, d'aguicher encore l'électorat ivoirien de sorte à donner un renouveau au PPACI. Et donc, tous ceux qui se sont affranchis, on leur a collé un anathème, celui d'aller contre la volonté du Messie par les messianiques et les patrimoniaux. Merci Éric Bayala, merci messieurs, merci pour la qualité de vos interventions durant cette émission et vos analyses riches et nuancées. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous pour ce numéro du Club de la Presse. Merci à notre reporter Siaka Kone ainsi qu'à toutes les équipes de la technique, de la réalisation et de la rédaction. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr avec d'autres invités ou pourquoi pas les mêmes, pour un nouveau débat. Bonne soirée à tous sur la chaîne qui rassemble.